Éblouissante, talentueuse, insolente, les années 1920 sont une page exceptionnelle de notre histoire. Si je n'étais pas allé à Paris, je ne serais pas celui que je suis. Il n'existe pas de plus grande révolution de l'œil que celle que j'y ai trouvée. Le soleil de l'art ne brillait qu'à Paris. On allait tous à Paris. C'était notre but. Avoir du succès à Paris ouvrait toutes les portes. Aussi connus sous les noms des Roaring Twenties aux États-Unis et de Golden Twenties en Grande-Bretagne, les années folles sont les années entre la fin de la Première Guerre mondiale et le crash boursier de 1929. Si elles sont connues dans le monde entier pour être une période de développement économique, artistique et social, elles sont particulièrement importantes en France. En cette période de beaucoup d'innovations artistiques et culturelles apparaissent beaucoup d'artistes qui changent tout. Par exemple, né à Katowice, Belmer était auteur, sculpteur et photographe. Il travaillait à Berlin dans le monde de la publicité, mais décide de démissionner quand les nazis sont arrivés au pouvoir. Ces poupées ont d'abord été conçues comme un acte de protestation contre le gouvernement nazi de l'époque. La première poupée est apparue en 1933. À travers de ces poupées, Belmer exprime ses fantasies les plus sombres, abordant certains sujets comme les voyeurs, les viols, les fétiches pervers, etc. Son œuvre laisse la femme dans une position de soumission totale et contribue à son objectivation, en quelque sorte, en se convertissant simplement en organe sexuel qui attire traditionnellement les hommes. Josh Bataille était un autre de ces artistes controversés. Son livre L'histoire de l'œil nous présente le sexe sans tabou ni limite, une position qui a conduit au soutien du féminisme. Pourtant, dans son œuvre L'érotisme, présente la femme comme un objet soumis au désir sexuel des hommes. Max Ernst était un artiste allemand de nationalité française qui appartenait au mouvement Dada et au surréalisme. Il est surtout connu pour être un pionnier dans l'utilisation de techniques de frottage, de collage, de gradage et de tripping qui sont très présentes dans ses œuvres. Il a aussi été le précurseur de l'écriture automatique. Dans ses œuvres, Ernst cherchait à exprimer le monde extradimensionnel des rêves et de l'imagination, impuissant dans ce subconscient pour le réaliser. Il se posait constamment des questions sur la frontière entre le génie et la folie. À la fin de la guerre, il crée ses premiers collages. Ce sont des œuvres qui sont basées sur des catalogues et d'encyclopédies, de manuels de sciences populaires, des dessins de voyage, des planches d'anatomie ou de paléontologie. C'est également à cette époque qu'il réalise sa première exposition à Paris, l'exposition Dada. En 1925, il développe la technique du frottage-gradage, qu'il applique ensuite à la peinture. Cette technique consiste à frotter un papier avec un crayon doux ou un faisant contre une surface en relief. Avec cette technique, Ernst se laissait guider par son subconscient et les images qui restaient gravées sur le papier superposaient les unes aux autres à chaque fois qu'il frottait les crayons sur du bois ou d'autres matériaux sur différentes surfaces. Il composa ainsi une série de pièces qui ressemblaient à une histoire naturelle. À la fin des années 20, vient le moment des romans collages, un genre absolument original de Max Ernst avec lequel il systématise son activité créative en donnant une continuité au collage et qui permet de développer la narrativité visuelle et textuelle d'une histoire, en plus de pouvoir offrir son œuvre à un public plus large. Il se distingue également comme étant le précurseur du roman graphique. Le premier roman graphique publié fut La femme sans tête, édité par les éditions du Carrefour en 1929. Ce roman était composé d'un total de 148 collages avec des légendes d'illustrations accompagnées d'une note de l'auteur André Breton qui parlait d'un plaidoyer romantique en faveur du rêve et de la surréalité.
Ces romans traitent de la naissance miraculeuse d'un homme complet qui traverse différentes étapes, l'enfance, la découverte de la sexualité, et qui fait face à différentes aventures, émeutes, naufragés, jusqu'à ce que le naufrage se produit dans le dernier chapitre. In ce monde éventé où les 7 éléments capitaux suggèrent une réflexion sur les 7 jours de la création et les 7 péchés capitaux, dans une identification ironique excluant les paradis en raison de la présence initiale du péché. Cette œuvre est divisée en 7 jours de la semaine, et chaque jour est représenté par une couleur différente. Le dimanche, Ernst prétend critiquer l'autoritarisme, la violence et la répression exercée par différentes figures, comme le lion de Belfort, ainsi que la soumission des femmes face à celles-ci. Cependant, le lundi montre les côtés contraires, où les femmes, représentées comme l'eau, ont le contrôle sur les hommes. En outre, le collage qui compose le mardi reflète la double morale de la puristie, et le mercredi représente l'histoire d'Oedipe. Finalement, le jeudi, Ernst se concentre sur les désirs réprimés des hommes et des femmes. Le vendredi se verse sur la vie et la mort, et le samedi montre les femmes en état d'hystérie. Marcel Duchamp. Il est né en Normandie en 1887. Célèbre par son œuvre artistique, il se consacre entièrement aux échecs vers la fin de sa vie. En tant que peintre, il traverse tous les courants artistiques à la mode, dans l'impressionnisme au fauvisme. Duchamp ne s'est jamais vraiment engagé dans aucun d'entre eux, ce qui caractérise son côté inquiet et expérimental. La comédie et l'humour étaient pour lui une planche de salut, comme il l'a expliqué dans des interviews et démontré dans des œuvres telles que La Fontaine en 1917, l'une de ses plus célèbres. Il a utilisé plusieurs pseudonymes et identités. L'une d'entre elles, c'est que l'on voit sur cette photo prise par Man Ray en 1920, lorsqu'elle est devenue Rose et la vie, un jeu de mots et un anagramme signifiant héros et la vie. Héros, Cupidon pour les romans, et un dieu grec associé à l'humour et au sexe. Nous descendons l'escalier 1912. Ces peintures combinent des éléments cubistes et futuristes et montrent la préoccupation de Duchamp pour la représentation du mouvement. Duchamp s'inspirait de la photographie d'Edouard Mourille, qui reproduisait plusieurs fois la même image à quelques millisecondes d'intervalle. Duchamp a pu transposer cette idée d'exposition multiple à la peinture. L'image contenue était trop nouvelle pour l'époque, et le peintre l'est présenté avec l'intention de l'exposer au Salon des Indépendants à Paris en 1912. L'œuvre est cependant rejetée par le jury. Voici quelques-unes des critiques formulées. On ne monte jamais un escalier, on nous s'allonge. C'est une peinture académique d'un artichaut. Lorsque l'œuvre est exposée à l'Armory Show de New York 1913, elle fait sensation auprès du public qui la voit. Ce qui est particulier, ce n'est pas de voir nous descendre sous nos joues, comme les soutenu les jurys, mais ce qui est curieux, c'est qu'il est présenté en 3 dimensions. Ne pouvant représenter les mouvements, il tente dans ce tableau d'en créer une illusion que les décomposantes en face. Le corps représenté par Duchamp n'appartient pas aux catégories esthétiques, c'est un mécanisme pur, transparent et sans importance. La mariée mise à nu par ses célibataires ou les grands-pères. En 1913, Duchamp commence ses études préparatoires. Il était important pour lui de pouvoir accompagner cette œuvre d'un livret d'explications car cela permettait d'éviter les réponses pour visuelles. Cette œuvre se compose de 2 panneaux du père. Celui du haut est appelé les demandes de la mariée et celui du bas l'appareil du célibataire. Toutes les formes en vert sont délimitées par un fil de plomb et rempliées de peintures. Les couleurs vont du gris pâle à l'or en passant par le brun foncé et le noir. Certaines des figures sont irrégulières et contiennent de la poussière provenant de l'époque où l'œuvre était inachevée, afin de représenter le dynamisme du temps. Marquée par une barre d'aluminium, la mariée nouée, structure rappelant les insectes, et accompagnée à droite de la voie lactée et des pistons polaires, au milieu d'un grand espace ouvert. En dessous, les 9 célibataires, 9 moules en métal, prêtres, messagères, cuirassiers, gendarmes et chefs de la gare, entre autres.
À côté d'eux, entraînons en comparant une roue et des moulins, les lames d'une paire de ciseaux et un moulin à chocolat, créant ainsi un mécanisme qui se déplace avec les moteurs de l'amour. Le mécanisme existe, mais sa fonction est pour métaphorique. Le manuel explique que la mariée note se déshabille pour exciter les célibataires en bas. Le problème est qu'aucune des personnes représentées ne peut jamais trouver cette passion consommée, car elles sont séparées par une barrière infranchissable. Les célibataires sont simples marionnettes que la mariée contrôle en tenant leurs ficelles. Cette image d'impossibilité est triste. Ils sont condamnés à l'isolement et à l'insatisfaction du désir. Le processus de création est curieux. Il a passé environ 8 ans sur ce travail. On a déjà dit qu'il laissait même les poussières de son atelier coller au verre. L'œuvre n'a jamais été achevée jusqu'à ce qu'elle soit brisée en morceaux lors d'un déménagement. C'est alors que Duchamp considéra que l'œuvre est terminée, en voyant les merveilleuses fissures qui s'étaient formées comme des tentacules. La vision de la femme chez Marcel Duchamp. On retrouve cette image dans différentes facettes de sa vie, dans les dessins de son enfance, dans les portraits de ses sœurs Suzanne ou dans des œuvres comme Le Rambert. Il a également réalisé plusieurs nus sous son alter ego, Rosé Lavie. Par exemple, Manger a photographié Duchamp en manteau de fourrure et chapeau posant avec un flacon de parfum. C'est Jean et un psychologue qui affirmait que notre structure glandulaire contient des éléments masculins et féminins, de sorte que chaque homme a une femme en lui. Dans ce cas, la relation de Duchamp avec son côté féminin peut être divisée en deux parties, une inclination charnelle, sensuelle et une autre inclination dans laquelle nous voyons sa féminité projetée intellectuellement. Duchamp offre le corps fragmenté à l'observation comme le montre l'assemblage. Mais d'un autre côté, on peut le voir exprimer l'érotisme d'une manière beaucoup plus cérébrale et énigmatique. C'est ce que démontre l'ensemble des instruments de chirurgie gynécologique utilisés pour projeter la Maria dans le Rambert. Pour Marcel Duchamp, l'érotisme est toujours enraciné dans les besoins humains. Le désir est toujours présent dans ses souris, mais caché.